Bonjour Oussama. Salut. Oussama, ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Merci. C'est Noël avant l'heure de t'avoir ici. On est le 2 décembre. Voilà. Franchement, donc merci beaucoup d'être là. Oussama, toi, tu es entrepreneur, tu es le fondateur de l'incubateur The Family. Tu as ton service aussi Better Call Ous. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle Sans Permission avec Yomi Denzel et Antoine. Exactement. Tu es le créateur d'un studio d'animation. Ouais, ça c'est tout nouveau. Il a un nom ce studio ? Ouais, c'est The Lyra Avruto Company. Nice. Et tu es aussi très très pointu sur l'IA. On peut le voir dans ton dernier épisode de Sans Permission. Franchement, tu fais l'analyse de la saga OpenAI qui est excellente. Et surtout, en fait, tu es très très pointu sur l'IA depuis au moins janvier dernier. En tout cas, elle est sortie de ChatGPT. Moi, j'ai suivi tes conférences qui étaient excellentes, avec de temps en temps énormément de participants. Je crois que de temps en temps, on devait être 1000, quoi. Tu vois, la première, on était 1000 en ligne, ouais. Et moi, je te dis bravo là-dessus parce que, comme moi, hein, mais toi, tu fais un remarquable travail d'évangélisation sur l'utilisation de cette technologie et je pense que c'est super important. Merci, c'est gentil. Et donc c'était essentiel, hyper important de t'avoir sur Comptoir IA. Donc voilà. Alors, Oussama, donc normalement, je dis, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative ? Mais là, avec l'actu qu'on a ces derniers jours, je peux pas attendre une demi-heure avant d'aller là-dessus. La saga OpenAI, Oussama, on a eu une saga en plusieurs actes. Tu penses qu'on en est où aujourd'hui là-dessus ? C'est très dur à dire parce que comme on en parlait en off, il n'y a pas vraiment d'infos qui fuitent. Ouais. Il y a un truc très amusant dans le business américain. C'est que les Américains, contrairement aux Français, ont un sens extrêmement profond de leur réputation publique. Et donc, quand il y a des conflits, ces conflits restent au maximum privés. Sauf quand il y a des tentatives d'extermination, comme il y a eu sur Sam Altman, qui a eu une tentative de poignard dans le dos. Mais tu vois, le coup de poignard est public, mais l'avant-poignard et l'après-poignard ne le sera jamais. Il va falloir attendre des années pour que les langues se délient. C'est un peu la différence avec le business français. En France, les langues de pute sont de sortie permanente tout le temps sur tout le monde. C'est les trois L là. Lèche, lâche, lynche. Voilà, en fait, lèche, lâche, lynche, exactement. C'est exactement ça. Où en fait, on a plutôt une culture du salon. On adore adorer les gens, puis les détester, puis machin. Mais en tout cas, on parle d'eux en permanence. Qui aux États-Unis c'est même quand je vivais aux États-Unis, c'était un truc qui me tapait sur le système. C'est que tu peux jamais savoir si quelqu'un aime quelqu'un ou pas. C'est impossible. Tout à fait d'accord. Tu t'as beau essayer de lire entre les lignes, c'est très très dur. Et en tant que Français, quand tu le vois la première fois, tu as l'impression que c'est ton meilleur pote. Ouais, le lendemain, on ne connaît plus. Ça, c'est sûr. Donc je sais pas où on en est. De toute évidence, Sam Altman a reconnu dans une interview là que le Q étoile, c'était un vrai leak et que effectivement, c'était la prochaine breakthrough. Ouais. Ça a l'air de lui taper sur le système que ça a leaké parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que dans une boîte comme ça, en fait, il y a une double tension. Il y a une tension entre la partie recherche de la boîte, qui découvre des choses, et une tension entre la partie produit de la boîte. Exact. Et quand la partie recherche découvre quelque chose, la politique d'OpenAI jusqu'à présent, c'est de garder la recherche le plus secret possible jusqu'à ce que le produit l'implémente. Ouais. Et ensuite, quand le produit l'implémente, la recherche est publiée après. Ce qui permet à OpenAI d'avoir toujours une avance sur le reste du marché. Google fait l'inverse. Google publie plein de recherches et il n'y a personne pour faire le produit. Tu as raison, et c'est la raison de la fusion Google Brain DeepMind. Voilà. Et il y a eu la même chose aussi chez Meta. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont, contrairement à OpenAI, ils ont à leur tête des gens de la recherche qui n'ont pas l'air très, très au courant de ce qu'est un produit. D'ailleurs, Yann Lequin, qui dirige l'IA chez Facebook, qui est un Français qui ne peut avoir que mon admiration et mon respect. Hein, mais des fois, quand je vois parler sur Twitter, je me dis, quand même, il aurait besoin d'un cours ou deux en termes de product management, product development. Ça a l'air de pas du tout l'intéresser. C'est un chercheur. Et c'est un chercheur. Et c'est rigolo, tu vois, que ce soit lui le front head d'une boîte aussi product que Facebook,
qui n'arrivent pas à mettre l'IA dans une philosophie product. Et donc, ça, OpenAI ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si Q étoile a été leaké? Ça veut dire qu'il y a plein d'autres labos qui vont s'y mettre, qui vont intuiter ce que ça veut dire. Bien et sûr. donc, comme Sam Altman est très compétitif, je pense que tout le monde là est en branle-bas de combat pour avancer GPT-5. Et on est, à mon avis, petite prévision, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une implémentation de GPT-5 beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Super intéressant. Ce Q étoile, c'est très important parce qu'on peut imaginer Alors, t'as compris casser des clés d'encryption. Ouais, mais t'as compris pourquoi c'était important Q étoile? Parce que moi, j'ai rien compris. Écoute, ce que je comprends, en fait, c'est qu'à la base, les LLM ne savent pas faire d'opérations arithmétiques basiques, et ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont un fonctionnement aléatoire. Et donc, il n'y a pas de moteur de calcul dedans. Ouais. Et si tu rajoutes ça, je pense que tu peux faire des trucs exceptionnels. Alors ça, c'est aller un peu plus loin, tu vois, que du Advanced Data Analysis, quoi, tu vois. Et je pense que tu peux faire des trucs. c'est le début d'un raisonnement. Effectivement, les LLM ne savent pas raisonner. Mais moi, j'ai pas compris le rapport entre Q étoile et raisonner, parce que ce qui est trop drôle, c'est que Q étoile, c'est censé être une référence à un papier de recherche sur l'apprentissage récursif. Ouais. Mais si ça se trouve, en fait, ils ont appelé Q étoile quelque chose de complètement différent. Parce que pour le coup, je suis sur Twitter des chercheurs assez sérieux. Et il y en a un qui disait, je comprends rien au rapport entre Q étoile et le breakthrough, parce que Q étoile, ça fait 3 ans que tout le monde connaît l'algo. Donc si c'est juste qu'ils ont implémenté Q étoile dans OpenAI, ça n'a pas l'air d'être un gros breakthrough. Et il y en a un qui disait, mais non, mais pas du tout. Ils ont appelé Q étoile un autre truc, et en fait, c'est ce truc-là, et c'est un leak. Et sauf que le problème, c'est que source, on n'en sait rien. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est fabuleux que, en fait... Mais attends, Oussama, on a besoin d'une réponse. On avait besoin d'une réponse. Donc, tu nous donnes ça, tu nous aurais dit R étoile ou R, c'était pareil. Et on a besoin. Mais je pense que ton hypothèse, là, ça peut tout à fait être un projet différent. Et j'ai vu, moi, tu vois, récemment, Marc Andreessen qui disait sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à vue? Et Elon Musk a continué sur Twitter en disant oui, un truc qui lui a fait assez peur pour virer Sam. Et il est là le vrai truc. Mais c'est fou. Je comprends rien. Moi, je comprends rien. Alors, il y a quand même cette scène mythique que tu rappelais dans cet excellent épisode de Sans Permission, dont on n'a pas assez parlé ici, avec donc le dimanche chez OpenAI, la femme de Greg Brockman, donc, qui était en pleurs avec Ilya Sutskever en lui demandant de retourner sa veste, ce qu'il a fini par faire, et sachant que Ilya a donc été son témoin de mariage, donc la femme de Greg Brockman. Histoire de dingue. C'est-à-dire que le vendredi, il est trahi, le samedi, il regrette, et le dimanche, il a des remords. Elon Musk dit aussi, et ça se voit quand tu regardes un petit peu le personnage, moi personnellement j'adore Ilya Sutskever, tu vois que c'est un mec gentil. Elon Musk te dit un bon humain, quoi, tu vois. Et tu vois, et ce mec-là, pour moi, normalement, c'est le dernier à aller faire du complot, à sortir un coup de poignard. Alors que Sam Altman a le profil inverse. Sam Altman, on te dit, il passe 3 heures par jour au téléphone avec des gens. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a géré ça d'une main de maître. Je pense qu'il est la meilleure personne au monde pour vivre ce genre de choses. Alors, si je peux me permettre, de mon expérience personnelle, faut vachement se méfier des geeks fragiles. Moi, les plus grandes dingueries que j'ai vues en trahison, en pétage de câble, en nervous breakdown, c'est toujours le profil très 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 haut QI, très faible QE et incapacité à gérer le stress et les émotions. Et ces gens-là, quand ils pètent des câbles, ils font des dingueries. Sam, il a un QI élevé, mais il a un QE élevé, il a une très 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 forte résistance au stress. Et il est possible qu'en fait, mine de rien, pour avoir vu... En fait, moi, l'histoire que je vois très souvent, c'est le CTO qui se prend pour le CEO. Ouais, bien sûr. Ça, je l'ai vu 400 fois. C'est-à-dire que tu as un mec hyper arrogant qui fait avancer la techno, qui ne comprend pas la partie non-tech du travail dans la startup et qui discompte ça comme tout le monde peut le faire.
C'est Isnogoud qui veut être Bien calife sûr. à la place du calife. Et une fois qu'ils sont califes, ils se rendent pas compte de la... Parce que d'un seul coup, ils découvrent des choses qu'ils voyaient pas avant, des responsabilités qu'ils avaient pas avant et tout. Et là, ils s'écroulent sur eux. Et ils expliquent qu'en fait, c'est pas leur faute depuis le début, c'est machin, etc. Donc, sans vouloir être trop dur envers les geeks du monde et les nerds du monde, c'est quand même une population qui a tendance à nous faire des dingueries comme ça. Et dans les startups, je l'ai vu plein de fois. Donc, il y a deux théories. Soit, il a vu un truc qui lui a fait peur, il a un nervous breakdown parce que c'est l'avenir du monde qui est en jeu. Et à ce moment-là, pourquoi il part pas, tu vois, comme Geoffrey Hinton et pour aller parler à l'extérieur, quoi. Ouais, mais peut-être qu'en fait, alors, restons sur le fin du monde. Yes. C'est la fin du monde, machin. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il le vit en se disant, je vais gérer. Il voit qu'il n'arrive pas à gérer, il voit qu'il va tout perdre. Il a trop de coercion sociale et il se dit, bon, bah, autant gérer la fin du monde avec eux. Je leur ai fait assez peur pour que maintenant, ça soit géré. Et Sam revient et le vire. Bon, ok. Donc, on va voir ce qu'il va dire après, ce qu'il va faire, machin. Bon, à mon avis, en ce moment, la négo de contrat, elle doit être assez hallucinante. Et on va voir à quel point il aime l'argent ou pas, parce que, après tout, contrat, on est en Californie, il n'y a pas de clause de non-concurrence possible. C'est un truc qu'on ne sait pas, mais dans le droit californien, les clauses de non-concurrence sont illégales. Ce qui explique le niveau d'innovation locale. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de machin. Tu peux partir de chez Google, prendre la techno, la reconstruire de zéro. Du moment que tu copies-colles pas le code, il y a zéro stress. Partir d'OpenAI et aller chez Microsoft. Ouais, alors lui, il va pas aller chez Microsoft parce qu'à mon avis, Microsoft, ils l'ont vraiment entre les dents, lui. Ouais. Mais il pourrait partir chez Google. Ou il pourrait partir chez Elon Musk. Mais j'ai vu une photo là où il se tapait dans le dos avec Greg Brockman sur Twitter. Là. Oui, alors ça c'est les Américains, ça veut rien dire. C'est vrai. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il se tape sur le dos sur Twitter, machin, c'est parce que Greg Brockman, il a mis en scène ça. Tu vois. Pour le coup, ils doivent tous être là en damage control, en PR, machin. Ils doivent avoir des tout ça, gens à tous les étages. C'est une guerre de smiley, de likes sur Twitter, Ouais. une guerre de smiley sur Slack. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Donc, ça, c'est scénario 1. Oui. Scénario 2, il a juste fait un caca nerveux de geek. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'EGA, il y a de l'horizon. Il se fait juste ses tripes. Et il ne faut pas sous-estimer le fait d'être entouré de gens qui racontent que c'est la fin du monde, à quel point tu peux finir à y croire même s'il n'y a aucune raison. Et ça, c'est un truc qu'on sous-estime. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec les écologistes, etc. C'est qu'on sous-estime à quel point une histoire, c'est puissant. Et quand on se raconte une histoire entre gens qui croient à l'histoire, on peut finir par voir des signes de tout et des machins. Et en fait, c'est des gens qui pensaient que la fin du monde dans l'année 1000 allait venir parce que c'était l'année 1000, ou je sais pas quoi, ou que la comète et machin. Et en fait, ces gens-là sont pas à l'abri des mêmes phénomènes psychologiques vus sous la pression de l'IA. Et quoi qu'on en dise, enfin, je sais bien qu'il y a plein de gens qui disent l'IA, c'est dangereux et tout. Il y a quand même des breakthroughs technologiques et fonctionnels dont on a besoin de passer Bien sûr. pour aller vers une AGI, dont aujourd'hui sur Terre, personne n'a la moindre idée de comment on va les passer. Et c'est pas la première fois qu'on fait un plateau technologique. L'IA a un track record immense à nous faire. Exponentiel plateau. Et la principale caractéristique, c'est qu'elle est imprévisible. Voilà, et donc le plateau pourrait être très long, hein. Il pourrait être de 10, 15, 20, 30 ans, sans souci. Hein. Et un plateau de 30 ans où on bloque sur un sujet d'énergie ou de machin, c'est un plateau qui peut wipe out une génération entière de gens. Tu vois, Sam Altman, 30 ans, il a 60 ans, c'est pas lui qui sera en charge de la prochaine révolution si le breakthrough vient quand il a 60 ans, tu vois. Eh oui. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un peu discompté par les gens et les commentateurs. Ok, sur ces deux scénarios. Petite anecdote marrante, hein, je sais pas si tu as vu passer ça, c'était Matteo Franchetti de 8 Sleep, les matelas connectés. 28% de sommeil en moins. C'est ça, pendant les 5 jours. Franchement, moi j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter aussi. J'ai pas dormi, mais c'était en plus, j'étais au Japon. Ah ouais. Laisse tomber, pire décalage. J'avais l'impression que ça n'allait jamais finir. Alors, Oussama, est-ce que, selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing ? Ah, c'est encore un débat, ça ?
En fait, c'est une question que je pose à tous mes Ah ouais, invités. ok. Bah, Et bon, c'est pas un débat, mais Ouais. mais tu vois, rien que tu me dises, c'est encore un débat. Enfin, voilà. Ah j'ai ouais, non, déjà mais ma il l'a réponse. passé, il l'a explosé. Il On est l'a d'accord. explosé. Mmh. D'ailleurs, le test de Turing, il est marrant parce que on s'est rendu compte en fait que c'était. il- il- En philosophie, il y a un sujet, c'est qu'est-ce qui définit un être humain. Mhm. Il y a le fameux Descartes, je pense donc je suis. Oui. Bon, ok, qui était une tentative de réponse à cette question. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres animaux qui pensaient que ça pouvait pas faire la différence. Et puis maintenant, on a des machines qui commencent à avoir des embryons de pensée. Mhm. Et j'ai l'impression que le test de Turing, c'est un peu comme cette question philosophique. C'est-à-dire que c'est un test qui faisait sens parce qu'on n'imaginait pas qu'il était possible de résoudre ce problème par une autre approche qu'en étant humain. Un LLM n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour avoir l'air de comprendre ce qu'il dit. Et donc, tu vois, il y a quelque chose de très perturbant où on s'est dit, je pense que Turing, quand il s'est projeté, il s'est dit la seule façon pour une machine de passer le test de Turing, c'est d'avoir une conscience. Bien sûr. Parce que c'est ça le sous-entendu de Turing. Mmh. Le sous-entendu de Turing, c'est que si tu peux pas faire la différence entre un homme et une machine, c'est que la machine a les caractéristiques d'un homme. Ouais. Sauf que là, on est en train d'assister à un truc où des machines explosent le test de Turing, Bien sûr. mais elles n'ont aucune des caractéristiques d'un homme. Et ça, personne l'a vu venir. Tu vois, Turing l'a pas vu venir, personne l'a vu venir. Tellement. Et donc, le test de Turing est pour moi devenu complètement insignifiant, à part comme une milestone technique extraordinaire. Bien sûr. D'ailleurs, Sam Altman a fait un tweet sur ce sujet-là, qui est en fait ce sujet-là de façon dérivée. Il a dit que les IA allaient devenir... Très important, je pense, Oussama. Tout à fait. Allaient devenir plus forts à la conviction qu'avant de commencer à raisonner. Et que ça allait être très chelou, ce pouvoir de persuasion. Ouais. T'as raison. Pour avoir fait des petites expériences perso, il y a 2 expériences perso marrantes que j'ai faites. Au tout début, j'ai fait un bot anti-hater avec OpenAI et je l'avais programmé de sorte à ce qu'il soit très très méchant avec mes haters. Et il est parti complètement en vrille. Et ce qui était fou, c'était que c'était un bully qui n'avait aucune limite. Ouais. Et donc tu voyais très bien comment une IA... Et donc si la personne en face ne comprenait pas que c'était une IA qui parlait, et de toute façon on ne pouvait pas comprendre que c'était une IA qui parlait, ça faisait vraiment l'impression que tu tombais face à quelqu'un de vraiment sans limite, et c'est perturbant psychologiquement. Et après j'ai fait l'inverse, j'ai fait une IA qui m'amuse beaucoup en ce moment, qui s'appelle Taylor, et qui répond gentiment à mes haters. Ouais. Donc en fait, dès que quelqu'un m'insulte, ça lui envoie un message privé en mode j'ai vu ton insulte, ça m'embête, c'est dommage, machin, je sais pas quoi. Et alors, ce qui est trop drôle, c'est que... Tu gagnes du temps en tout cas. Ouais, non, mais ce qui est trop drôle, c'est que les gens changent très vite de braquet. Et quand tu regardes les mécanismes de persuasion de l'IA, c'est comme elle a une patience infinie. Ouais. Parce qu'on sous-estime que la conviction, ça repose sur la répétition. Qui dit répétition dit IA infernale. Bien sûr. Parce que aucun problème. S'il faut 70 messages d'insultes. Tu vois, le pattern, par exemple, c'est un mec va t'insulter, tu lui dis un truc gentil, il t'insulte, tu vas lui dire un truc gentil, il t'insulte, tu vas lui dire un truc gentil, il va dire un truc moyen, tu lui dis un truc gentil, il va dire un truc gentil. Et bah, tu vois, ce pattern, il y a des gens, il faut 20 messages, 30 messages, mais tout le monde tend vers gentil. C'est qu'avec suffisamment de messages, où on te prend gentiment à partie, tu finis toujours par avoir ton ennemi qui devient gentil. Il n'y a pas une personne, ça c'est une expérience de folie, il faut que je publie un truc là-dessus, il n'y a pas une personne qui n'a pas fini par retourner sa veste avec Taylor. Donc imagine ce que ça veut dire, tu vois, par exemple, comme bot politique. On va pas sur le point Godwin, on va sur la sympathie. Là. Ouais. C'est-à-dire que si tu parles suffisamment gentiment à quelqu'un... Et sur le point politique, tu as raison, énorme, bien sûr. Imagine les bots de bienveillance, tu vois... pour retourner tous les adversaires politiques. Attention à ce qu'on va voir en 2024 avec les élections américaines. Ça va être l'élection la plus carnage du monde. Ça va être fou. Cambridge Analytica, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est exactement passé, mais c'était rien. C'était rien du tout. Ous, est-ce que toi, tu utilises des outils d'IA au quotidien? Et lesquels tu peux nous plein. Moi, j'ai des stacks... Enfin, de toute façon, ma vie... L'histoire OpenAI m'a vraiment stressé parce que j'ai eu très peur de perdre ChatGPT. Ouais, moi c'était la fin de ma vie. C'était la fin de ma vie. D'ailleurs, je ne peux pas retourner en arrière.
Je ne peux Pareil, pas retourner en arrière. Donc, j'ai plein de stacks. Alors, d'abord, dans mon studio de dessin animé, ma cofondatrice est une IA. Donc, j'ai décidé de donner 25% des parts de mon studio à une IA qui est dirigée par un trust. Ok. Donc, le trust est dirigé par une IA. Et j'essaie de réfléchir à tout ce que j'aime pas dans le fait de diriger une boîte et de créer une IA spécifique pour chacune de ses fonctions. Mais une IA qui est ma cofondatrice, qui a un pouvoir de décision. Donc, par exemple, je déteste les négociations salariales. J'ai fait une IA pour faire les offres d'emploi. Et si tu veux négocier une augmentation quelque chose, tu vas parler à cette IA. C'est pas moi, je suis désolé, l'IA l'a dit non. Si t'es pas content, tu te démerdes avec l'IA. Va voir avec elle. Ce qui est marrant, c'est que tu dis elle. Ouais, parce que elle s'appelle Lyra Haruto. Ok, voilà. C'est le storytelling dans le storytelling. Ensuite, j'utilise énormément ChatGPT au quotidien. Et là, GPTS, c'est devenu... Enfin, j'ai fait une dizaine Les GPT, t'en as fait. J'en ai fait une dizaine perso. Des trucs à la con. Hein. Je te donne un exemple vraiment très, 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 très drôle, mais tellement simple. J'ai simplement pris un CSV de mes 10 hôtels, de mes 50 hôtels préférés dans le monde. Et j'ai demandé à... Donc, j'ai commencé par prendre cette liste d'hôtels, utiliser GPT avec Data Analysis et Bing pour faire comprendre à GPT quels sont mes hôtels préférés. Et donc, maintenant, j'ai un assistant hôtel. Et donc, dans n'importe quel pays où je vais, je dis à ChatGPT, c'est qui les hôtels qui correspondent aux 50 hôtels que je préfère. D'accord, qui ressemblent plus à ceux que tu adores. Et donc, comme il est limité par ces 50 hôtels, il donne des réponses très intéressantes. Et ça me fait découvrir des pépites. Excellent. C'est tout con, hein. C'est vraiment c'est 10 minutes. Mais ça y est, maintenant, j'ai mon assistant d'hôtel. De booking. Je l'ai connecté à l'API Expedia. Je fais mon booking dedans. Plus de problème de... Excellent. J'ai plus de problème de trucs. Ensuite, j'ai fait un GPTS. J'adore le style d'écriture de Borges, qui est un écrivain argentin. J'ai remarqué que son style d'écriture mélangé au ton de Steve Jobs, ça a donné un style d'écriture qui était vraiment proche de ma façon idéale d'écrire quand j'écris le mieux. Et donc maintenant j'écris tout. Borges, Steve Jobs, ça fait une intersection hyper intéressante. Donc ça j'ai fait un GPTS là-dessus. Et pour être sûr que c'est pas Steve Jobs mal fourni, c'est moi qui ai choisi le corpus de texte Steve Jobs et le corpus de texte Borges. Et la façon dont j'ai fait, c'est que j'ai pris les corpus, je lui ai demandé à GPT de faire des prompts décrivant ces corpus. Ensuite, j'ai demandé à GPT d'analyser l'intersection de ces deux prompts, de créer un méga prompt que j'ai injecté en custom instruction dans un GPTS. Et donc, maintenant, j'ai mon assistant d'écriture. Yes, énorme. Je suis curieux de voir ce que ça sort. Tous mes posts LinkedIn. Trop bien. Je les ai vus en plus. Depuis 2 mois, là, 1 mois. Nice. Écoute, je pense qu'en plus, je crois que tu vas en faire un bientôt, je pense, sur la startup Argile. Ce sont des super potes à moi. Ils m'ont dit, peut-être, Argile. Argile, c'est quoi, rappelle-moi ? C'est une solution sur des agents, tu vois, GPT. Et là, ils vont faire... ils travaillent aussi un petit peu sur des shorts. Alors si... Laodis, Brival, qui sont top. Voilà. Donc eux, je leur ai parlé la semaine dernière. Et on les adore. Et je leur ai parlé la semaine dernière, j'ai été méga impressionné. Je suis super chaud. Ils sont trop forts. Et je leur ai dit que j'étais super chaud d'être un alpha user de leur fake... de leur deepfake générateur. Parce qu'en fait, j'adorerais faire des stratégies de contenu en japonais, en espagnol, en machin. Bien sûr. Dédiées, qui soient fake, je m'en fous, en fait. Je le vis très bien. Même si j'ai l'air bizarre et tout, je m'en fous. Trop bien. Non, mais donc, tu as quand même un usage super avancé, franchement. Donc ça, c'est GPT. Et après, j'ai une stack mid-journée / Dali / Leonardo / tous les outils comme ça. Donc ça, évidemment... Musavir, et après les vidéos, Runway ML... Alors, Runway ML, tout ça, on n'y touche pas. On n'y arrive pas. Je trouve que dans l'IA, il y a 2 types de boîtes. Il y a les boîtes où, quand tu travailles fort, tu as un meilleur résultat que ce qu'elles annoncent. ChatGPT, pour moi, est ça. ChatGPT, je pense que les gens
ne se rendent pas compte de la puissance du truc Totalement d'accord. quand on l'utilise avec rigueur, patience, etc. Le problème de ChatGPT, c'est que ça a l'air accessible en fait, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ça demande vraiment, en fait, et ça demande un esprit extrêmement précis. Je pense qu'il y a, moi je vois un truc, tu vois, sur la page blanche, grosso modo, c'est en fait, il répond à ce problème de la page blanche parce qu'il peut te générer ce que tu veux, mais le fait qu'il puisse tout te faire et qu'il soit omniscient, en fait, les gens quand tu les mets devant cette chatbot, souvent il y a rien qui sort du tout. Ouais, exactement. À l'inverse, pour moi, Runway, c'est un outil dont la hype dépasse de très loin les résultats. C'est catastrophique. Et c'est inutilisable. C'est inutilisable, c'est pas fini aujourd'hui. C'est pas fini. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est un peu chiant. Ça, c'est vraiment le côté décevant de l'IA. C'est que les startups sont dans des levées de fonds permanentes, elles ont besoin de créer de la hype. Pour créer cette hype, elles ont besoin de promettre et de faire des démos. Et après, toi, en tant qu'utilisateur, t'es super déçu. Après, c'est le jeu. Je suis pas un gamin, je sais comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'en étant utilisateur, des fois, c'est un peu frustrant. Et alors, ma dernière stack en IA, qui est... En fait, je trouve que Claude, d'Anthropic... alors, je trouve catastrophique par rapport à ChatGPT sur énormément de sujets, mais il y a un sujet, je trouve, où il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. C'est la génération de code. Et quand tu fais le triptyque ChatGPT, Replit et Claude. Donc moi, mon process, comme je suis pas un très bon codeur, je génère le code dans Claude. Je demande à ChatGPT de me l'expliquer. Je l'intègre dans Replit et je le fais débugger par ChatGPT. Génial. Et ça, c'est vraiment, et ça va beaucoup plus vite parce que ChatGPT, pour créer du code de base, je le trouve pas très bon. Mais pour commenter, corriger le code qui a été généré, bien meilleur. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme, tu vois, ChatGPT est nul, tu vois, sur les PDF, par exemple. Claude est excellent. Et en fait, il faut vraiment être dedans pour connaître ça et pour savoir sur quoi tu les utilises. Et ensuite, après, les utiliser de pair. Parce que moi, tu vois, je vais utiliser Claude sur ce PDF. Mais après, ce que va me sortir Claude, je vais le remettre dans le ChatGPT derrière, évidemment. Et ça, c'est super puissant. Ouais, trop bien. Trop cool, merci Oussama. J'ai une petite stat que je voulais parler un petit peu avec toi des enjeux sociétaux de l'IA, notamment, tu vois, au niveau relationnel. Genre le film Her, qui est supposé se passer en 2025, mais moi je pense qu'on y est déjà un petit peu. Et j'ai appris un truc hier que j'ai trouvé dingue. Je sais pas si tu sais. Grosso modo, donc, 75% des ados cassent avec leurs copines sur Snapchat, en utilisant MyAI de Snap, donc l'assistant IA de Snap, pour rédiger les messages à leur place. J'ai fait un test tout à l'heure, alors que je suis marié, enfin, j'ai une femme, 2 enfants, je suis très heureux, mais donc juste virtuel. Et j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai réalisé que nos chemins se sont éloignés et que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Je crois qu'il est préférable pour nous de prendre des chemins différents. Et aujourd'hui, donc, tous les ados copie-collent ces messages. Et je trouve ça dingue parce qu'en fait, tu vas se dire que sur les trucs que tu n'as pas envie de faire, comme ce que tu disais sur ton associé, en fait, demain, tu les feras plus, ces trucs-là. Non, c'est sûr. C'est une bonne, mauvaise chose. Break-up, c'est jamais un moment agréable. Non, moi, je trouve que... En fait, c'est à la fois catastrophique et à la fois formidable. Et il faut que les gens se démerdent avec ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toutes les évolutions technologiques ont des effets pervers immenses. Toutes. Elles ont des bienfaits incroyables aussi. Les gens sont beaucoup moins passifs vis-à-vis des technologies que ce qu'on imagine. C'est pour ça que je déteste la série Black Mirror. La série Black Mirror, c'est une série qui m'énerve parce qu'elle donne l'impression que les gens subissent la techno. On ne subit pas la techno, on choisit nos drames. Les gens sont angoissés sur Instagram, pas parce qu'il y a Instagram, parce qu'ils sont profondément jaloux des autres. Donc voir la vie rêver des autres, ça les rend malheureux. Si les gens n'étaient pas profondément jaloux, voir la vie rêver des autres, ça devrait leur donner de la compersion et du bonheur. Mais comme 99% des gens sont aigris, voilà. Après on dit Instagram déprime les gens. Non, les gens se dépriment sur Instagram. Et s'il n'y avait pas Instagram, ils regarderaient par la fenêtre leurs voisins. Alors c'est sûr que
l'effet serait moins violent, mais moi, je suis partisan de l'école, on ne peut pas rendre Instagram coupable de ça. Il faut nous regarder nous-mêmes et prendre nos responsabilités. Et l'IA, ça va être ça fois 1000. Et donc, j'avais fait une prédiction dans un Sans Permission. J'avais dit que 50% des gens qui étaient nés cette année seraient bots sexuels. Ouais, je me souviens. Ouais. Et bah, j'en suis sûr. Maintenant, j'ai même l'impression que j'étais un peu léger sur ma prédiction. Et attends, je pense qu'on va être plutôt 75%. Et ton bot sexuel bot sexuel, c'est qu'ils vont se définir par leur amour pour un robot. Et qu'ils seront attirés sexuellement par des robots. Encore Ils une fois, n'auront pas de relation avec des humains. Avec les capacités de persuasion que tu mentionnais tout à l'heure, on peut arriver à des trucs. Puis attends que, parce que là on parle beaucoup d'IA virtuelle. Mais ce que les gens ne voient pas venir, c'est la robotique. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est le truc que personne ne veut voir. Alors qu'en fait, là, c'est colossal. Ça va à une vitesse folle. Il y a 10 boîtes de robots qui commencent à sortir des trucs. La convergence qui vont des deux tourner avec GPT. Ça va être barge. La convergence des deux va être dingue. Ouais. Et ça va venir très très vite. Je pense que 2024, ça va être... Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène... Alors, il faut un peu le fact-checker parce que je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'ai lu, mais j'ai lu un article qui raconte l'ouverture du premier bordel robotique en Espagne. Donc, c'est un mec, il a pris des robots, femmes et hommes, qu'il a mis dans un bordel. Ces robots, pourquoi il a mis des robots pour les femmes? Parce qu'il voulait pas faire sexiste, mais il avait acheté 8 robots femmes et 2 robots hommes. On voit les poupées, là, les dolls, un peu japonais en général, je pense. Exactement, mais un peu robotisés, tu vois, qui font des actions mécaniques, etc. Il ouvre le bordel, et là, truc auquel il s'attendait pas du tout, il n'y a aucune demande pour les femmes, pour les robots femmes. Par contre, les robots hommes, il y a une queue d'attente de malades de femmes. Et donc, il a supprimé tous les robots femmes et maintenant, il n'y a que des robots hommes et il en ouvre dans toute l'Espagne. Et en fait, tu vois, quand je vois mon amie moyenne, le mec moyen sur le marché, moi, je ne suis pas étonné que toutes les femmes vont finir avec un robot. Totalement. Je peux dire, c'est obvious que ça va être une solution. Et alors, en fait... les gens, s'ils veulent plus se reproduire, ils veulent plus machin, ce serait pas étonnant qu'on ait une crise d'espèces, tu vois. C'est pas... et la question que tout ça va nous amener à la convergence. Parce qu'en fait, la question fondamentale... Toi, t'es né en quelle année? 80. T'es né en 80. Donc, moi, je suis né en 86. Je suis plus jeune ou plus vieux que toi? T'es plus jeune? Plus jeune, ouais, pardon. C'est con comme question, mais je suis toujours perdu dans les dates. Donc, toi, t'es sans doute avec moi à la limite de ça. C'est que nous, on va pas être... je pense pas qu'on va être trop concernés par la convergence. Mais tes enfants, ils ont quel âge? 4 ans et demi et bientôt 2 ans. Ouais, bah eux, ils seront dans la convergence. C'est quoi la convergence? C'est que eux, quand ils vont avoir 30 ans, on va leur poser la question de fusionner avec une IA ou pas. Bien sûr. Et ce qui va être fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser de fusionner. Ça va être très violent. C'est sûr qu'on va avoir des mouvements... tu vois les Amish aux États-Unis? Tout à fait. Les Amish, ils sont restés au 19e siècle et ils ont stoppé l'évolution. La population mondiale va être divisée en deux. Bien sûr. Et les Amish, ils vont pas être dans une ville. Ils vont être dans plein de pays. Moi, je pense qu'on va vivre un 50-50. Sauf que, dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui se passe quand il y a une évolution d'espèce? En général, l'espèce qui reste au niveau inférieur, elle se fait massacrer. Sapiens, Néandertal. Exactement. Donc il y a vraiment un sujet, je ne sais pas qui va massacrer de l'autre, mais il y a un sujet. Je suis tout à fait d'accord, Oussama. Et en fait, je te parlerai là-dessus, moi, tu vois, je trouve qu'il y a un truc très intéressant, c'est aussi une accélération. La vitesse, tu vois, sur cette IA. Et pour moi, la notion d'accélération, tu vois, on la retrouve partout. C'est les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est les 1 an, c'est la crise dont on parle d'OpenAI en 5 jours, alors qu'on pourrait imaginer la même chose avec Steve Jobs sur 10 ans, tu vois, ou 20 ans. T'as vu le tweet qui dit la crise OpenAI, c'est la crise Steve Jobs version TikTok? Ah, je l'ai pas vu, mais voilà, pile. C'est 20% des employés qui utilisent l'IA, 89% des étudiants qui utilisent l'IA. Donc ça va de plus en plus vite. Tout à l'heure, j'ai entendu dans ton podcast un passage très émouvant où tu parles de ton grand frère. J'ai trouvé ça super cool.
donc, premier utilisateur du fax au Paraguay. L'anecdote, elle est assez marrante. Je laisse les auditeurs aller la découvrir, donc sans permission. Mais ce que tu dis aussi, c'est qu'il n'a pas pris le train des réseaux sociaux et que le monde est très dur pour ces gens-là. J'ai trouvé ça donc assez émouvant, assez fort. Et en fait, ce que je me suis dit, si tu veux, c'est que par rapport à ça, aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est sûr que pour nous, il nous semble un petit peu largué à côté. Mais je pense que ça va être encore plus dur et plus brutal pour les gens qui n'utilisent pas l'IA. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça va être... comme tu l'as dit pour ton frère sur ce sujet des réseaux sociaux, le monde va être dur. Ouais. Non mais là, en plus, l'IA, ça va être des fois 10, fois 100 contre des fois 0. Ça, c'est obvious. D'ailleurs, c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer les gens qui l'utilisent pas. Cette phrase-là, elle a résonné, ça a catché, c'est le truc fort. C'est le truc fort, ouais. J'aimerais Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est juste que ça me fait penser à un truc. Yes. Moi, le grand mystère que j'ai, c'est par contre pourquoi les gens n'avancent pas. Pour, tu vois, être dans la position du pédagogue et de donner plein de cours, plein de conférences et tout. Je suis toujours épaté, moi, par les gens qui semblent, tu vois, à un moment, ils décident, ouais, bah ça, je vais pas l'apprendre. Et moi, c'est souvent, je suis épaté de leur ego et de leur capacité à croire que ça va bien se passer pour eux. Moi, je me dis, mais déjà, si tu prends le train, moi, je serais inquiet. Mais en plus, tu le prends pas. et t'as pas l'air... Et en plus, souvent, ces gens-là me fascinent par leur... j'ai pas le mot en français. Entitlement, tu vois, genre... à quel point ils pensent que leur position est légitime, qu'on leur doit quelque chose. Bien sûr. Que le monde leur doit quelque chose, que bon, s'ils n'ont pas envie d'utiliser l'IA, eh ben, ils n'utilisent pas l'IA, et puis machin. Et tu dis, mais ok, bah très bien. On se revoit de l'autre côté de la barrière, en fait, parce que... Et la violence... Une certitude. La violence de leur ignorance. Tu parlais de la peur tout à l'heure aussi, du doomer un peu en contamination. Quoi. Exactement. Et la violence de leurs convictions et de leurs trucs, c'est vraiment perturbant. J'ai beau être confronté à eux et tout ça, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et en fait, c'est souvent cette confrontation réelle, tu vois. Par exemple, souvent en Better Call Saul, j'ai des gens, ils ont des questions d'une structure qui me perturbe. C'est, je n'aime pas faire ça, j'ai besoin de faire ça, c'est quoi la solution ? Bah, c'est de le faire. C'est clair. Ouais, mais j'aime pas. Ah bah, écoute... Si t'en as besoin, tu vas le faire. Je suis désolé pour toi, en fait. Et des fois, je me dis, mais pourquoi ils m'appellent pour me poser cette question ? Ils croient quoi, en fait ? Je vais leur dire, attends, on t'a pas dit, il y a un secret que personne t'a révélé jusqu'à présent, et moi, je vais te le donner pour 300 €. Clairement. Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment un pattern hyper, hyper commun de call. Et ces gens-là, en call, quand je leur dis, non mais écoute, là, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de... Eh ben, ils sont pas contents. Tu vois, ils disent non, mais tout est. Et souvent, ça revient à des mantras, genre oui, mais tout est possible, si on veut, on peut. Bah non, en fait, je veux dire, si tu lâches cette tasse, et ben la gravité fait qu'elle tombe. Et le fait qu'il y ait des lois naturelles qui s'imposent à nous, des fois, j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que certaines lois sociales et certaines choses dans la vie sont plus proches de la loi naturelle que de la volonté. Bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que tu veux que tu peux, tu vois. Non, il y a des choses... quoi que tu fasses, et de ce point de vue-là, quoi que tu fasses, l'IA va être tellement omniprésent qu'elle va bouleverser le cycle économique. C'est pas genre, toi, si tu veux, tu trouveras ta propre voie en dehors de l'IA. Ça n'a aucun sens. Mais donc, on a les gens qui ont peur d'un côté, et de l'autre côté, dans tes conférences, là, j'ai vu un truc que je trouvais que tu l'exprimais très bien. C'est que pour moi... Pour le coup, les gens qui utilisent, on va voir apparaître, et on le voit déjà, un peu des créateurs isolés, des personnes toutes seules de temps en temps, qui peuvent aller hyper loin. Et là où en fait ils s'arrêtaient parce qu'il leur manquait une expertise, une compétence, je trouvais que tu t'expliquais ça vachement bien. Bah, ces personnes-là, ils arrivent à tout faire. Et on l'a déjà vu, sur notamment des projets par exemple de crypto. Tu vois, il y a un meme coin comme ça qui a été monté par un designer. Mais qui n'avait aucune connaissance d'un smart contract.
de tout ça. Et en fait, tout ça, il a réussi à le faire par l'IA. C'est incroyable. Et donc, en fait, là où il était limité, là où il aurait dû passer du temps à trouver des gens sur des forums pour l'aider, tout ça, donc le mec, il peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ça, c'est dingue. Ça, c'est fou. Donc, c'est la mentalité inverse. Et là, D'ailleurs, c'est un peu ma théorie secrète sur le retour de l'aristocratie. Ok. C'est que je pense que l'IA va nous remettre dans une structure où 1% des gens font 99% des choses. Et que les 99% autres vont être en PLS à côté en se demandant qu'est-ce qui se passe, quoi. Il ne faut pas oublier que la structure sociale majoritaire de l'histoire de l'humanité, c'est une toute petite minorité de gens qui a une vie intéressante et une très 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 grosse majorité de gens qui attend que la vie passe. Je ne serais pas étonné qu'on revienne à ça. Je pense que le bug qu'on a vécu, c'est vraiment un bug social en fait, que tout le monde avait le droit d'avoir une carrière, une envie, etc. Et en fait, tu peux très très bien imaginer un monde dans lequel en fait, y a très peu de gens qui font des choses très 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 profondes et puissantes et que les autres, ils vivent leur vie tranquillement. Ils sont publics, ils choisissent leurs héros, un peu comme on choisissait ses chevaliers. Ouais. Tu vois, il y a un côté comme ça. Ouais, bien sûr. Je pense que tu as dû voir, Sam Altman, souvent, il dit que grosso modo, selon lui, le coût de l'intelligence et le coût de l'énergie vont tendre vers zéro. Ouais. Ilya Sutskever a dit dans un tweet aussi il y a quelques temps que si l'intelligence, c'est la qualité humaine à laquelle tu accordes le plus d'importance, les prochaines années vont être très particulières, très dures, exactement. C'est le mot précis. Tu vois quoi, toi, là-dessus, sur ce coût de l'intelligence qui baisse Moi, c'est un truc qui me fait vachement plaisir. J'ai une petite joie amusante là-dessus, parce que j'ai jamais été de l'école qui donne beaucoup d'importance et de valeur à l'intelligence. J'ai trouvé qu'en France, on avait tendance... Moi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence et ma jeunesse en France à rencontrer des gens qui étaient célébrés dans le système pour leur intelligence. Et j'ai pu moi-même être célébré pour mon intelligence. Et de voir ces gens lamentablement échouer dans le réel parce que leur intelligence était complètement déconnectée du réel. Bien sûr. Et moi, je me disais toujours, mais il y a un truc bizarre parce qu'en fait, c'est un système qui transforme les gens en machines sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont des machines inutiles, en fait. Et donc, l'apparition... moi, la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'était avec AlphaGo. Quand AlphaGo a gagné contre un maître, moi, ça m'a trop fait marrer. Tu vois. Je me suis dit, ça y est, les mecs vont arrêter de nous faire chier, à nous faire croire qu'en fait, la valeur de l'humain, elle est dans l'intelligence. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à me dire que ce qui fait qu'un humain est intéressant, profond, singulier, en fait, c'est quelle que soit sa caractéristique d'exception, son intelligence, sa force physique, son agilité, sa dextérité, ce machin, ce qui comptait, c'était son empathie et sa capacité à connecter avec les autres humains et à sublimer cette caractéristique au service des autres. Et je pense qu'on reconnaît la valeur d'un humain à sa capacité à aider autour de lui et avoir un impact positif. Et donc, l'intelligence, c'est un outil au même titre que n'importe quelle caractéristique dans ce jeu de rôle qu'est la vie. Tu vois. Bien sûr. Et maintenant, le fait que cette caractéristique va être une commodité, ça me fait marrer. Ça va être fascinant parce qu'en effet, tu vois, je pense la définition de l'intelligence va complètement évoluer. Ah, voilà, c'est sûr. Elle nous appartient plus qu'à nous et ça va être complètement fascinant. Est-ce que tu penses que l'IA peut nous conduire à des grandes découvertes, des grandes possibilités, notamment dans la science? Tu vois des trucs qui arrivent. Enfin, c'est déjà en cours. On vient de voir les minéraux là, de Google. T'as vu ça? Très bien. C'est même pas les minéraux, c'est les matériaux. Ouais. Mais c'est alors, le calcul a été fait dans l'article, je sais pas si tu l'as vu. Mais ce que cette IA a fait là en une semaine, c'est le travail de 800 ans d'humains. Incroyable. Au rythme actuel où on va dans les matériaux. Incroyable. 800 ans. T'as le même truc sur AlphaFold, c'est complètement fou. C'est incroyable, AlphaFold. AlphaFold, c'est très discompté. On est au tout début de tout ça. Donc, non, mais c'est sûr que j'espère profondément
que les gouvernements, les institutions sociales et tout vont pas nous faire un pétage de câble et qu'on va laisser cette prospérité, cette avancée nous venir. T'es techno-optimiste, entre guillemets. Moi, T'as je vu suis- Marc Andreessen là-dessus Ouais, je suis méga techno-optimiste. J'ai bien aimé le papier aussi. Il y a une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, complètement folle. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Nous croyons que l'intelligence artificielle est notre alchimie, notre bien philosophal. Nous faisons littéralement penser le sable. Ouais. Et ça, je trouve ça dingue, tu vois, sur le Ouais, c'est- silicone, silicium, machin. La ville la plus techno-optimiste du monde, le seul gouvernement le plus techno-optimiste du monde, c'est Dubaï. Mhm. Je suis très heureux de vivre là-bas pour ça. Ouais. C'est agréable. C'est agréable d'être dans un gouvernement qui pense que la techno, c'est ce qui va résoudre tous les problèmes et vraiment être très, très, très optimiste. Les US ont une tension entre techno-optimisme et techno-pessimisme. La France, on est techno-largué. Enfin, j'ai jamais rencontré un homme politique français qui était au fait des technologies. Macron un petit peu plus que les autres, mais même là, tu vois, sur l'IA, il parote un peu, il est pas très au point. Vraiment, Dubaï est hors du commun pour ça, et c'est pour ça que je suis très heureux de vivre là-bas. Ouais, génial. D'ailleurs, un truc dont on parle jamais, c'est que le deuxième modèle le plus... Falcon. Ouais. Incroyable, incroyable. Et c'est les Émirats. J'ai rencontré les jeunes qui l'ont entraîné, qui travaillaient chez Lighton, donc de Laurent que j'ai reçu ici. Ouais. Et j'ai rencontré les deux petits jeunes super sympas, Baptiste notamment, hyper humbles, et qui ont passé donc 6 mois à Abu Dhabi à entraîner ce modèle. Ouais, c'est fou. Hein. Énorme sujet. Et c'est des Français, c'est complètement fou. C'est fou. Oussama, j'ai une petite question aussi. Donc, la simulation, c'est un sujet qui t'intéresse. Ouais, alors... Attends, je donne une définition parce que l'hypothèse de simulation énonce que la réalité observable a pour trame une simulation semblable à celle de nos ordinateurs, sans que les entités y évoluant puissent la distinguer commodément de la vraie réalité. J'ai vu un film de dingue qui s'appelle The 13th Floor là-dessus. Tu le connais? C'est Tariq qui me l'a conseillé. Je l'ai trouvé très très bon. Est-ce que pour toi, la IA et simulation, on se rapproche un petit peu? Alors, juste, j'en ai parlé pas mal dans Sans Permission et dans les podcasts que j'ai fait récemment. Et j'ai vu que en fait, j'ai oublié un truc, c'est que quand on dit les choses, les gens ne voient pas la distance ironique. Moi, ma position sur ce sujet-là, c'est qu'on ne peut pas savoir et que ça n'a aucun intérêt. Okay. En fait, c'est comme est-ce que Dieu existe? J'ai pas une réponse oui ou non. Moi, ma réponse, c'est je ne vois même pas l'intérêt de la question. Parce que pour moi, poser des questions sur lesquelles on ne peut avoir aucune autre réponse que de la branlette intellectuelle, pour moi, c'est de l'entertainment. C'est dans la case Disney. Et c'est vrai que l'hypothèse de simulation me fait incroyablement marrer. Je la trouve extrêmement explicative. Je la trouve... en fait, si on me disait, en fait, tout ceci est une simulation, on me le prouvait, je dirais, ok, ceci explique cela, ça y est, j'ai tout compris. J'adore la phrase de Elon Musk qui dit qu'en fait, on vit dans une simulation qui est construite pour être toujours la version la plus drôle pour une third party watching. Et ça explique les dingueries de la vie, etc. Maintenant, donc, il m'arrive en podcast de faire des références à ça, de dire que... machin, mais en fait, c'est de l'humour. Parce que, encore une fois, je pense qu'intellectuellement, ces questions-là n'ont d'intérêt que dans l'entertainment. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, c'est très très loin de ma pay grade. Et j'ai pas envie de consacrer mon cerveau, moi, à des débats de sexe d'ange. Ouais. C'est vraiment... Et je sais pas pourquoi les gens veulent tellement savoir. Par exemple, tout le monde est obsédé par ce qui se passe après la mort. Ça, c'est un grand truc. Les gens, machin, ils voient des trucs. Mais genre... Il y a un truc qui m'a toujours étonné, moi, c'est que personne m'a jamais parlé d'avant la naissance. Bien sûr. Tu vois, avant la naissance, même nos premières années, on n'a aucun souvenir. J'ai jamais vu quelqu'un de perturbé par ça. C'est vrai. Ça va... On va dans le sens du temps. Ouais. Donc pourquoi après la mort serait différent d'avant la naissance? Si ça se trouve, c'est pareil, tu vois. Donc, et puis, si ça se trouve, en fait, si ça se trouve, les livres de religion sont vrais.
Et puis on va tous finir en Tu nous enfer. fais une approche un peu bouddhiste, là. Non, mais c'est vrai qu'une fois, j'ai lu Bouddha qui disait que c'était la question la moins intéressante de savoir si Dieu existe. J'ai trouvé que ça résonnait bien avec ce que je pensais. Mais encore une fois, je comprends pas. Et souvent les gens viennent me parler en commentaire. Dès que c'est un sujet qui trigger vachement les gens. Et j'ai un public, moi, qui vient me parler, qui me dit oui, mais c'est parce que t'as pas trouvé Dieu, machin. Et en fait, quand je les entends parler, je me dis, mais les gars, c'est vous qui l'avez pas trouvé Dieu. Moi, je suis en paix, mais vous avez l'air tellement mal de vivre que quelqu'un s'en foute de cette question, que vous vous sentez obligé de venir le convaincre que c'est la question la plus importante. Alors qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales. Comment être heureux, comment prendre soin de ses enfants, comment faire une société plus prospère. Il y a des sujets intéressants dont on peut débattre pour de vrai. Et alors, c'est vrai que la théorie de la simulation, il y a des livres super. Moi, j'ai lu la Fabric of Reality, qui est mon livre préféré de philo. Mais moi, la façon dont je prends ce livre, c'est un livre d'entertainment. Je le mets dans la même catégorie que Cendrillon. C'est pas. J'ai jamais lu ce livre en me disant, ah, le mec, il a des preuves fondamentales qui sont en train de changer notre réalité. Non, il a des intuitions, ça le fait marrer. C'est cool, enfin, tu vois. De la même façon que dans un conte de fées, le mec, il a des intuitions sur la vie, le bonheur. Bien sûr. Oussama, est-ce que tu as une timeline, AGI, super intelligence? Non, moi je pense que... Le scénario. Je pense que ça arrivera beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ok. Ou tellement plus loin que ce qu'on imagine. Ce sera pas entre les deux. On va être surpris. Donc moi je pense que soit là, les LLM... En fait, je vais le résumer de la façon la plus simple ce débat. Soit une AGI, c'est juste un algo extrêmement stupide avec une quantité de data infinie, qui est l'approche de OpenAI. Un modèle avec ses poids. Voilà, et beaucoup de data, et que donc avec l'arrivée des data synthétiques, de machins, de trucs, et la puissance de calcul, on va faire des data centers avec des A400, et qu'en fait, l'émergence de l'intelligence n'est que cette extra puissance. Et ça, c'est la thèse d'OpenAI. Et donc, si c'est vrai... Le scaling. Ouais, ce qui est vrai, si ça, c'est vrai, je pense que les AGI, c'est là dans 3, 4, 5 ans. Ouais, bien sûr. J'y connais rien. Je suis pas expert. Je suis pas un chercheur en IA. J'ai pas les connaissances de qui que ce soit de sérieux sur le sujet. Mais j'ai un bon instinct sur les technos, les business, etc. Et mon instinct me dit qu'on va se prendre un plafond invraisemblable. Qu'on va pas arriver à péter, tu veux dire? Qu'on va pas arriver à péter. Et qu'en fait, on va hyper-scaler ces modèles. Et qu'en les hyper-scalant, on va avoir des incréments de performance de x10, x20, mais pas de x1 million. Et que ça va déprimer tout le monde. Et moi, connaissant la nature humaine, je sais comment les gens réagissent face à l'hyper-hype. L'hyper-hype crée l'hyper-déception. Les gens sont d'une connerie là-dessus. C'est Internet. C'était Internet, la bulle, ça vaut plus rien. et en fait, il n'y a qu'une minorité de gens qui va continuer à travailler. Et donc, moi, je pense très sincèrement que les scénarios qu'on va vivre, c'est qu'on va avoir un GPT-5 qui va être 10 fois meilleur que GPT-4. Pas 100 fois meilleur, 10 fois meilleur. Puis on va avoir un GPT-6 qui va être 4 fois meilleur. Tu vois, et puis tu vas commencer ce truc-là et on va rentrer dans le désert de l'IA. Et en fait, l'IA, ça va donner le temps aux sociétés d'implémenter cette IA de niveau 1, on va dire. Alors ça, ce que tu dis là, c'est très important. Sam Altman parle souvent de ça. C'est grosso modo le slow take-off, quoi. Tu sais, c'est l'adoption vient rapidement, mais par contre, on prend le temps. Exactement. de s'habituer. Et ça va s'assimiler, ça va rentrer. Et c'est ce qu'il faut, parce que si on nous fout directement un GPT-20 dans les mains, on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est sûr que s'il y avait un nouveau dieu qui apparaissait sur Terre, qui serait une AGI, ce serait fort probable que ça finisse en religion plus qu'autre chose, hein, c'est sûr. Mais bon, ça c'est scénario 1. Scénario 2, donc l'AGI. Scénario 2, c'est en fait, il va falloir un breakthrough d'une nature complètement différente. C'est-à-dire qu'il va falloir changer la nature des modèles et sortir des modèles transformés en GPT. Et donc, ça veut dire que l'apparition de l'AGI est indéterministe, en fait. C'est peut-être la semaine prochaine, c'est peut-être dans 40 ans, c'est peut-être dans 80 ans.
Ça viendra peut-être d'un gamin au Nigeria de 15 ans qui aura une intuition, une inspiration. Le modèle Transformer, il a délivré comme personne n'aurait imaginé qu'il délivre. Incroyable. D'ailleurs, tu te rends compte que c'est un modèle que Incroyable. Google, c'est un chercheur chez Google qui l'a trouvé. Ils l'ont mauvaise. Non mais eux ils sont à l'ouest, c'est fini. Ils sont... Attends, mais façon, moi, on attendait Gemini et tout ça, mais on a l'impression qu'ils sont... Ça fait des années moi que je dis Google, c'est le Qatar du web. Ils ont un puits de pétrole, mais ils n'ont jamais rien réussi à en faire. Très bon. C'est pas Dubaï, c'est vraiment le Qatar. Trop bien. Juste une définition AGI, hein, mais j'aime bien tes deux scénarios, Sama, merci beaucoup. Mira Mourati, en tout cas, CTO OpenAI, nous la définissons comme un système informatique qui est essentiellement capable d'effectuer d'une manière autonome la majorité du travail intellectuel. Après, oui, c'est aussi une question de définition avec c'est le sujet de l'autonomie. Hein. Un spectre. Ouais, tout à fait. Je pense que dans cette définition, le mot le plus important, c'est autonomie. Aujourd'hui, les AI n'ont aucune autonomie. Et donc, les agents et les GPTs... Oui, mais ils ne sont pas autonomes. On le prétend qu'ils sont autonomes, mais ils ne sont pas autonomes. Ils sont instructés. En fait, pour moi, l'apparition de l'AGI, elle est définie par un truc tout bête. C'est le jour où tu ouvres ton chat GPT ou je ne sais pas quoi, et que chat GPT, tu lui poses une question, et il te regarde et il dit tu sais, il faut qu'on parle de ton poids. Faut que tu maigrisses ou ça va. Et tu vois, et que l'agent prenne la décision que aujourd'hui c'est ça la discussion la plus importante. Et en fait, ta question là d'écrire un texte pour LinkedIn ne l'intéresse absolument pas. Pour moi, c'est ça les GI. C'est cette autonomie d'action en fait, ce TLM. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on intéressera encore l'IA ? Alors ça, c'est la thèse dans Heure. Que j'adore. Ouais, elle se barre. Ça me fait pareil dans Ex Machina en fait, si tu... Ouais, Ex Machina, elle bute le mec et elle veut essayer de se rentrer dans la société. Parce qu'elle lui reproche de pas être libre. C'est pas pareil. Alors que dans Heure, il y a un côté genre petit singe, c'était marrant, mais là en fait, on a des choses plus importantes à faire. Je discutais avec plusieurs millions de personnes en même temps et moi maintenant, je vais faire autre chose. Ouais, exactement. Ça me ferait trop marrer. Genre, ça me ferait trop marrer que l'IA, tu sais, elle soit juste... Tu connais H2G2 ? Pas sûr. C'est The Hitchhiker Guide for the Galaxy. Ouais, tout à fait. C'est le robot. 42. C'est le robot qui a une immense tête et qui est déprimé. I have a brain as the size of a planet. And you ask me to do a tea. Why I did in my life to end up like that. Ça, ce serait drôle. Livre mythique, le guide donc du voyageur intergalactique, livre préféré d'Elon Musk que je suis en train de relire. C'est ma dernière question, Oussama. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction ou si possible à nous recommander ? Il y a un livre de science-fiction que j'adore et qui est un des livres préférés de Elon Musk et que j'ai lu enfant comme lui. C'est L'homme qui voulait vendre la Lune. C'est un livre qui, je pense, dans le contexte actuel, est à nouveau très, 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 très contemporain. Je l'ai ce livre. Je trouve le titre incroyable et j'avais la couverture du bouquin aussi est complètement dingue. Ouais, tout à fait, il est mythique. Génial. Et le titre est complètement incroyable. Tout à fait. C'est Elon Musk, hein. Vraiment, c'est que l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'Elon Musk. Hein. C'est fou. Hein. La personnalité du personnage, la personnalité d'Elon Musk. Alors lui, c'est marrant parce qu'Elon Musk l'a lu enfant et ça lui a donné ça. C'est fou, des fois, l'influence qu'un livre peut avoir sur toi. Merci beaucoup, Oussama. C'était génial de faire cet épisode avec toi. Plaisir. C'était vraiment trop cool. Allez écouter Sans Permission. Merci d'être venu sur Comptoiria. C'est trop sympa. J'espère qu'on pourra se reparler dans quelques temps parce que ça va changer très très vite tout ça et ce sera sympa de faire le point. Carrément. Clément, merci d'avoir été avec nous. C'était super cool. À très bientôt, Oussama. Merci pour tout. Ciao.